Je vous propose maintenant de passer à la troisième étape de notre soirée, c'est-à-dire de vous donner la parole pour que vous puissiez soit intervenir, poser des questions. Oui, monsieur. Oui, alors, juste une petite chose, je vais faire passer le micro. Merci de bien parler dedans. Toujours en angle droit, pile en face. De vous présenter, bien sûr, de vous lever, et puis de vous contenter de questions, plutôt que de témoignages de profession de foi. Je profite que j'ai le micro pour en poser une question, et je pose la même aux deux. Comment faut-il faire pour se défendre face aux médias? Je m'explique. Il y a ici pas mal de jeunes politiciens qui débutent. On entend Oscar Freisinger et on se dit qu'on est perdu d'avance. Et si lui-même n'a pas réussi à faire front jusqu'au bout, d'une certaine manière, face à ce déferlement, comment peut-on résister quand on est tout petit? Et à Monsieur Jallet, j'ai moi-même connu un petit incident durant la dernière campagne. Madame Landman ayant décidé de lire une partie de ce que j'avais écrit et de ce qui était complètement sans contexte, elle a déclaré qu'elle allait se plaindre aux nouvellistes. J'ai reçu un coup de fil à 21h30, 19 minutes exactement après qu'elle ait laissé ce commentaire sur Facebook. Suite à ça, 6 journaux en ont parlé. J'ai fait 10 demandes de rectificatifs. Elles m'ont toutes été refusées. Et certains médias ont pris des avocats pour pouvoir justement résister à ma demande. Alors, si vous estimez que certains journalistes sont suffisamment ouverts pour avoir au moins, prendre le risque du dialogue, comment arriver à se faire simplement entendre? Merci. Comment résister? Alors, j'ai un cas qui m'est arrivé assez récemment, c'est pour ça qu'il est intéressant. J'ai là la lettre de réponse d'ailleurs de la RTS. J'ai essayé de me défendre. Ça m'arrive rarement. Alors, on peut déposer plainte. Mais de toute manière, ça ne sert à pas grand-chose parce que le mal est fait, vous êtes socialement discrédité. À la rigueur, des penses que vous avez sorti comme ânerie sur Facebook ou Twitter, vous perdez encore votre emploi. Et puis, lorsque le rectificatif arrive plus tard, tout le mal est fait. Et puis, ce sera un petit entrefilet dans le journal, donc vous êtes perdant. Par contre, là, c'était un certain Narcisse Slam. Sur la RTS, les ondes de la RTS, il y a le titre sur Facebook, j'ai cru que je tombais à la renverse. Narcisse Slam déclame un poème écrit par Oscar Freisinger. Ah, je vous jure, le poème, non mais attendez, pire que ça, plus idiot, raciste, méchant, con, mal écrit, que ça, il n'y a pas. Mais alors, il y a quand même 2000 personnes qui sont allées regarder. Ah, je me dis, qu'est-ce que je fais? Comment me défendre? Alors, je prends un avocat, puis il envoie une lettre en disant, s'il vous plaît, rectifiez ça, parce que j'ai pas écrit une ligne sur le poème, c'est quoi ce bordel? Faut quand même pas faire ça. C'est le service public qui met dans ma bouche. Alors il y a toute une patate pour dire que c'est de l'humour. Puis à la fin, ils ont dit, ouais, on aurait peut-être pas dû mettre quand même que c'était vous qui aviez écrit le poème, alors on a enlevé ça. Donc, à la lecture de ce qui précède et compte tenu de la modification apportée à la suite de votre courrier, nous espérons que vous pourrez ainsi apprécier les slams de Narcisse pour ce qu'ils sont, la prestation libre d'un artiste apportant un regard décalé, ironique, grinçant sur l'actualité. C'est bien difficile de se défendre. Après, je peux déposer plainte, je dis, non, mais vous savez, parce que ça vous coûte tellement en avocat, donc à la rigueur, vaut mieux ignorer. Essayez d'utiliser les réseaux sociaux pour donner votre... C'est ce que j'avais fait dans un autre cas, où, par exemple, j'avais fait un peu d'humour dans un discours sur les travailleurs sociaux, et puis en disant qu'ils étaient comme l'aspirine contre la fièvre, l'imodium contre la filant, etc. Alors, ils m'ont fait... Oui, ouais, j'ai pris des médicaments. Et puis, tout le monde avait ri dans la salle. Et alors, on m'a fustigé là-dessus en disant que j'avais traité... En fait, les travailleurs sociaux de chiasse. Enfin, on a inversé le truc, d'accord? Là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis défendu? J'ai mis tout le discours, parce que c'était vraiment un ode à l'entraide, avec l'exemple de Saint-Martin et son manteau, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement touchant, et j'ai mis tout le discours sur Internet. Comme ça, les gens puissent se rendre compte, et ils avaient fait une pétition, ils avaient déjà 3000 signatures, contre simplement cette histoire d'Imodium, là. Alors si on fait un caca nerveux pour un peu d'Imodium, c'est bon. Et donc, à partir de là, la pétition, elle était morte, parce que tout à coup, le texte original, réel, dans son entier, est là, dit « jugez par vous-même ». Ah là, c'est clair que tout à coup... Ça, donc ce que vous devez, c'est essayer d'utiliser Internet, qui est encore pour le moment un espace de liberté, qu'on essaye d'ailleurs maintenant de prendre sous contrôle. Regardez voir les plaintes qu'ils déposent maintenant contre Google et consorts, comment ils essayent par les amendes de leur faire de l'autocensure, et bientôt on va même plus avoir cet espace de liberté-là. Donc ce qu'on veut, c'est réellement
rendre les gens à l'esclavage. Regardez ce qu'ils sont en train de préparer, la crise financière à l'Union européenne, où ils vont pouvoir déposséder les citoyens de leur épargne pour sauver les banques, parce que les États, eux, étant en faillite, ils ne pourront pas le faire. Tout ça est en préparation. Observez bien ce qui se passe. Et vous allez tous être dans la mouise quand ça va péter. Parce qu'on va y aller vers notre jeudi noir. Ça, c'est garanti. Tous les financiers avec qui je parle me disent que c'est simplement une question de temps. Et les médias, malheureusement, sont devenus pour la plupart, à quelques exceptions près, mais pour la plupart, les serviteurs dociles du système. Ils sont les policiers de la pensée du système. Ils ne sont pas là pour dénoncer, pour faire ressortir le bien de la Weltwoche. Prenons la Weltwoche, juste pour dire quand même, la Weltwoche, elle fustigeait, j'ai vu 2 pages, où ils ont fustigé les UDC qui ne voulaient pas lâcher leur siège, les vieux dinosaures là, qui s'accrochaient. Voilà, Sesselkleber. Eh bien, ils ont fustigé ça, ils attaquent l'UDC. Toute l'affaire Zupiger, c'est la Weltwoche qui a sorti. Ils ont attaqué passablement de fois, même des élus UDC sur certains sujets. Donc, et il y a Bodelman qui a une rubrique permanente. Donc, ils essayent quand même, eux, ils jouent ce jeu-là. Moi, j'ai jamais rien vu de pareil dans des journaux comparables. On aura un sens inverse. Oui. Voilà. On exagère, mais je pourrais vous sortir des exemples. J'aimerais vous répondre à votre question. C'est quand même bizarre. C'est la première fois que, Nazim, que vous m'invitez à une soirée comme celle-là. J'étais 14 ans rédacteur en chef de l'Hebdo, j'ai jamais été invité. Bah oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Oui. Il faut dire qu'avant Adrien, il y avait peu de conférences qui étaient organisées. Non, on a eu l'occasion de parler avant le débat. Après le débat, j'imagine qu'on va boire un verre. Donc, ça passe quand même par le contact. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui s'est passé en Valais, franchement, moi, je n'ai pas couvert cette campagne. Et puis, j'étais pas... Tous les journaux en ont parlé, la SSR, ouais. Le Temps même, ouais. Le Matin, etc. Oui, d'accord, mais je parle... Je me souviens, oui. Le glissement sémantique, c'est que lui, il a repris les propos de la présidente du Parti socialiste en disant, bon, parce qu'elle menaçait de sanctions ceux qui ne voteraient pas comme elle disait, et lui, il a dit, puis le pas suivant, c'est quoi? Une balle dans la nuque, en faisant allusion évidemment au système communiste. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait croire que lui prônait la balle dans la nuque. Ok, alors moi, j'ai une réponse. En principe, je pense qu'une fois de plus, un courrier, une lettre dans le courrier des lecteurs, ou une réponse sous une autre forme, c'est fair play, quoi. Donc, s'il y a une vraie justification, on s'entend. Si c'est n'importe quoi, non. Et donc, moi, j'avais comme politique d'être assez ouvert avec notamment le courrier des lecteurs. Voilà. Mais c'est vrai, à part ça, mon expérience de rédacteur en chef aussi, c'est vrai, et je dis mes 40 ans de journalisme, c'est vrai que c'est très difficile de publier une correction, un rectificatif, etc. dans un journal, parce que les rédacteurs détestent ce genre de choses. Mais on doit le faire. On doit le faire, mais c'est vrai que souvent il faut prendre un avocat, donc c'est que les gens qui ont de l'argent qui arrivent à le faire, souvent, en pratique. Pas si on n'a pas le commode des mortels. Ça, c'est vrai que c'est une pratique des journaux qui est assez critiquable de mon propre point de vue. Et moi-même, comme rédacteur en chef, je l'ai pratiqué. Donc je me mets dans le lot de ceux qui n'ont pas toujours bien agi de ce point de vue-là. Maintenant, sur le plan pratique, effectivement, on ne peut pas vous interdire de publier une lettre de lecteur qui a un mérite. Alors, ce n'est pas exactement un rectificatif, mais vous permet que, là, on est pratiquement obligé de le faire. Les journaux acceptent de le faire. Et c'est un autre mérite, c'est que c'est rapide. Parce que le problème, comme Oscar l'a expliqué, si ça vient 6 mois après en tout petit, ça ne sert à rien. Et quand on est pris à partie dans un média, il faut faire ça rapidement pour pouvoir corriger. Bon, il y a les réseaux sociaux maintenant, avant il n'y avait pas, mais la lettre de lecteur peut être un moyen rapide. Ça n'excuse pas le fait... Et c'est une rubrique très lue. Oui, ça n'excuse pas que le rectificatif, Ils n'ont pas voulu. qui normalement devrait être le cas, dans le cas qui vous a, qui t'a occupé, on aurait dû publier un rectificatif et ça n'a pas été fait. Voilà. Mais il y a d'autres questions. Oui, monsieur, là. Non, mais il y a un micro ici. Ah, il y a un micro, pardon, alors. Il viendra après. Je le passe tout de suite. Oui, oui. Bah, levez-vous peut-être comme ça. On va voir. Bonjour. Simon
Avant de vous poser une question, j'aimerais juste confirmer ce qui vient d'être dit, puisque j'ai eu moi-même affaire à une radio bien connue en Suisse romande et je n'ai pas eu le droit de rectification dans mon domaine d'expertise. Donc c'est très difficile de demander un droit de rectification. On fait traîner en longueur, on laisse passer ce fameux délai de 3 mois, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Merci pour vos interventions. Je regrette quand même qu'on ne se soit pas plus attardé sur cette espèce de grondement populaire qui monte. Jusqu'à il y a peu, on avait encore des journaux comme le Tom, à mon avis, comme les émissions de forum de RTS qui arrivaient à présenter des sujets de manière objective, qui laissaient la parole à plusieurs intervenants. On a dernièrement, que ce soit le cas avec M. Freisinger, M. Xavier Lambiel qui a fait des articles à charge, notamment dernièrement à la RTS sur un sujet plus récent. On avait M. Jean-Luc Ador qui était en face de Mme Lise Amazon, et on a vraiment eu le journaliste qui a pris parti quand il a vu Mme Amazon qui était en difficulté sur le sujet, sur la directive européenne sur les armes, et c'est des choses que le peuple s'en rend compte petit à petit. On est à l'heure de la transparence, on décortique les affaires sur les réseaux sociaux, on a accès aux interviews en entier, donc je regrette que j'ai l'impression que les médias ne sont pas conscients de ce grondement populaire qui monte. Ça pourrait porter préjudice, à mon avis, sur les votations qui arrivent, notamment le 4 mars. Donc j'avais pas vraiment de questions, mais je voulais juste revenir sur ce... Je ne sais pas si vous souhaitez commenter, je pense que vous avez raison. Enfin là, je ne suis pas censé intervenir dans le débat, mais c'est vrai que le problème, et ça a été évoqué par nos deux intervenants, les journalistes se mettant du côté des élites, entre guillemets, se sont peu à peu coupés du public qu'ils étaient censés représenter. Et ça, c'est le cas du Brexit, c'était vraiment l'exemple type, quoi. Celui de Trump aussi, pour prendre 2 exemples de l'année dernière. Mais merci pour cette remarque. Pour prendre un exemple très précis, par exemple sur la libre circulation. Moi, je suis en faveur de la libre circulation. Les conséquences, clairement. Mais il y a des effets. Il y a des effets de cette qui sont plus documentés. Donc, il y a un travail d'enquête qui se fait peut-être pas assez sur les effets de la libre circulation. Raconter, voilà. Et pour moi, ça ne me fait pas changer d'avis. Si je dois écrire un édito aujourd'hui, je défendrai la libre circulation. En revanche, il y a un travail d'enquête, de description de ce qui se passe. Il y a aussi des effets négatifs, voilà, qui doivent être simplement apportés. Et c'est une tentative de s'approcher d'une certaine vérité, ce qui est. Tout à fait. Merci. Monsieur Gabor Fognodi. Voilà, alors je suis clairement contre les médias en général et les journalistes pour des raisons... parce que ça fait longtemps que je m'occupe des médias, que je me bats déjà contre tout ce qui est RTS et compagnie. Et je pense que ce n'est pas une question d'argent si les médias, que les journaux vont disparaître, et voire même que la RTS, que personnellement je n'ai absolument pas envie de financer, disparaisse. C'est à cause d'Internet. Parce que grâce à Internet, dans les 10 dernières années, les gens peuvent être eux-mêmes des informateurs des autres et on peut aller accéder à des informations que, justement, les médias ne veulent pas nous fournir pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde. Et après, donc, effectivement, les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils diabolisent. Alors, l'UDC, dont je suis membre, ils diabolisent régulièrement, nous sommes les diables. Par contre, si vous leur dites qu'en fait, finalement, les diables, c'est eux, ça ne plaît pas trop. Alors moi, je vais vous dire que les journaux écrits que je n'ai jamais financés et que je n'ai pas envie de financer disparaîtront parce que, grâce à Internet, on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de financer quelque chose. Je vais juste continuer sur un exemple parce que j'ai envie de vous montrer un exemple. Un seul. Puisqu'on parle d'indépendance des médias ce soir. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Udo Ulfkötte. Udo Ulfkötte était le rédacteur en chef de la Frankfurter Allgemeine Zeitung pendant 18 ans. Il a démissionné et il a écrit un livre et il a dit qu'il était membre de la CIA et il a bossé pour la CIA pendant les 18 années. Ce monsieur aujourd'hui il est mort, il a été assassiné, il vivait dans une forêt et il a dit la vérité. Quels sont les médias qui ont repris cette nouvelle? Si ça avait été en Russie, en Chine ou Dieu sait où, on en aurait parlé pendant des mois et on aurait pris un exemple. Voilà, Poutine, le dictateur, etc., etc. Voilà pourquoi les médias disparaissent.
Il a écrit un livre qui s'appelle Journaliste acheté, ou vendu plutôt. Voilà. Et qui montre comment justement dans les rédactions circulaient notamment les points de vue atlantistes et OTAN. Oui, il y a monsieur... Ah, là-bas. Allô ? Oui, bonjour, Daniel Chevalet, simple employé. J'ai juste une question pour M. Jeannet, mais pour ceux qui veulent répondre. J'ai beaucoup de questions complètes. Pour continuer un peu ce que dit le premier intervenant, en fait, et aussi pour illustrer ça. Je vais mettre juste bien. Voilà. Et aussi pour illustrer ce qui a été dit pendant la soirée, c'est qu'il y a un entrepreneur français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Xavier Niel, qui disait dans une phrase tout simplement, moi c'est simple, c'est un entrepreneur qui a vraiment beaucoup d'actions et autres, il disait, si un journaliste m'emmerde avec cette question, j'investis dans son journal et après il fout la paix. Donc moi ma question pour prolonger ce qu'on a vu, c'est simplement pour vous, M. Jeannet, comme ça, vous pensez que la presse, comme on la connaît, au sens où elle est maintenant, est-ce qu'elle est en phase terminale ou est-ce que vous pensez qu'elle a une possibilité de renaître? Moi je pense qu'elle est en phase terminale, pour entre autres ce qui a été dit avec où les gens, je veux dire, c'est vite vu. Les gens, ils parlent entre eux, ils voient les réactions, et ils voient de plus en plus ce qui a été aussi dit, c'est que finalement, la presse, elle montre ce qu'elle veut montrer. Et que les gens, ils se rendent de plus en plus compte de ça, et ils le font savoir par le biais des élections. Très bien. Voilà, merci pour votre question, Alain. Oui. J'ai un peu de peine avec la notion la presse, où on généralise la presse en mettant tous les journaux, tous les médias dans le même panier. Il y a sans doute des journaux qui vont disparaître encore, et puis il y en a qui vont se développer. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier, mais c'est difficile de faire passer ce message de toute évidence, puisque vous n'êtes pas le seul de dire la presse. Il y a des bons journaux, il y a des moins bons journaux, il y a de bons journalistes, il y a de mauvais journalistes, et je crois que les meilleurs, j'espère, survivront. Mais comme vous l'avez dit vous-même, la presse est en difficulté économique. Ouais. Ce qui fait que les seuls qui peuvent investir ainsi, c'est des gens qui ont des fonds. Or, comme on l'a dit, et la logique même implique que quelqu'un qui finance quelque chose, Alors, la situation française est assez particulière. Globalement, ça vient pas. Non, c'est pas vrai, parce que en France, c'est assez particulier. Dassault, Niel, donc c'est vrai que la plupart des titres sont en main d'éditeurs qui ne sont pas de la branche. Je trouve ça pas terrible. D'autres pays, et de ce point de vue-là, la Suisse est plus équilibrée. Il y a des éditeurs professionnels qui font métier de journalisme depuis des dizaines, des siècles. Bon, maintenant, comme je l'ai dit aussi, ils ont la responsabilité d'y croire et de continuer d'y croire et d'investir, mais eux sont des professionnels. Il y a la tête des intérêts. On a un exemple d'une réussite de Mediapart, par exemple. C'est extrêmement lucratif. C'est lucratif et actif et tout, et ça fonctionne. Donc c'est un journal d'internet, quoi. Oui. Mais ça fonctionne. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que c'est lucratif. Ça reste malheureusement un peu une exception. Mais c'est vrai qu'ils sont rentables. Ils font un peu plus d'1 million de bénéfices par année. C'est bien. Malheureusement, on aimerait beaucoup plus de Mediapart. Eh oui. Monsieur, alors je ne sais plus, il y a un autre... Oui. Bonsoir. Le micro ne marche pas très bien, on m'entend bien? Oui. C'est l'avantage d'avoir des sergents majors. Grenadier, certains ont choisi ça. Monsieur Jeannet, finalement, j'ai attendu longtemps l'opportunité de pouvoir vous rencontrer sur la question. Et il y a quelques minutes, vous vous êtes déjugé sur ce que vous avez toujours prétendu sur l'Union européenne, en remettant ici, devant l'Assemblée de la CIE, en cause le dogme de la libre circulation des personnes, en disant peut-être c'est pas la panacée, peut-être c'est pas la panacée. Vous avez dit peut-être il n'y a pas tout qui est bien. Alors que l'hebdo, durant plus de 15 ans que je suis actif en politique, l'hebdo nous a servi chaque semaine la liturgie, la litanie sur la libre circulation des personnes, sur les bienfaits des accords bilatéraux. Vous nous avez répété, vous nous avez mis dans les esprits
Les bilatérales, c'est bien. Les bilatérales, c'est bien. La libre circulation, c'est bon. La libre circulation, c'est bon. Et toutes les voix critiques, Oscar en était une, nous en sommes beaucoup d'autres ici, nous avons été, par loin d'être méprisés dans la plupart des journaux, et en particulier dans les médias. Alors je suis surpris de vous entendre, et ça me pose une question, parce que je me suis senti sincère, comme vous me l'avez dit ici. Oui, peut-être, c'est pas la panacée. Alors j'ai une question à vous poser. Pour qui bossez-vous pour vous déjuger de la sorte que vous écrivez dans l'hebdo, quand même, il faut la libre circulation. C'est peut-être pas la panacée, mais il la faut quand même. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous dire, je me suis peut-être mal exprimé, mais je vais reformuler ce que j'ai dit de manière très précise. J'ai dit, oui, je pense que la libre circulation est bonne pour la Suisse, mais qu'il y a aussi des effets secondaires qu'il faut corriger. C'est pour ça que je suis pour les mesures. Jamais parlé. Je ne suis pas vrai. Pas du tout. Non, si vous voulez, il y a un procédé que je dénonce là, quand même. C'est une simplification et une caricature de ce qu'on a pu écrire dans l'hebdo. Reprenez l'hebdo, c'est pas aussi caricatural que ce que vous voulez bien dire. Je pense qu'on a été assez critique sur beaucoup de sujets. C'est vrai pour les accords bilatéraux. C'est vrai que je continue de penser qu'il faut les défendre. C'est vrai sur les questions de trafic de drogue. On a fait des papiers critiques. Évidemment, ça n'entre pas dans l'image que vous avez de nous. On a été très critique sur l'islam radical, mais ça n'entre pas non plus dans l'image que vous avez de nous. C'est facile, le procédé, de commencer par faire un portrait caricatural de votre adversaire, on est au niveau des idées, donc, et pour ensuite déformer les propos. Je crois que toute l'Assemblée, je n'ai pas dit que les bilatérales étaient une mauvaise chose. Non, j'ai dit qu'il y avait des effets regrettables qu'il faut corriger, c'est tout. D'accord. Très bien. On va encore prendre peut-être 5-10 minutes, ça va, pour d'autres. Voilà, on va encore prendre 3 questions. Monsieur, madame, et la main là-bas, madame. Et on n'arrivera pas à prendre tout le monde parce que... À moins que les questions soient vraies. Oui, les questions vont être vraies. Avec des réponses vraies. Responsable. Donc, moi, j'ai déjà un certain nombre d'heures de vol, vous le constatez. Je constate depuis plus de 25 ans, il règne une sorte de pensée médiatique unique. En Suisse romande, Oscar en a dit 2 mots. Alors, que pensez-vous des sites de réinformation qui commencent à aussi se faire une petite place? Est-ce que c'est de la faute à justement cette pensée médiatique unique? C'est bien que ces sites se fassent de la place, je veux dire. Franchement, c'est pas la faute, il y a une diversité d'idées. Hein? Mais non, moi je... La couverture, par exemple, de la prise d'Alep, ça a été un scandale. Ouais. Médiatiquement, c'était un scandale. On a complètement faussé ce que c'était réellement sur le terrain. Et grâce à justement Internet et des personnes sur place, on a pu avoir l'information réelle. Par exemple, le fameux scandale qu'il y avait eu avec ce père palestinien qui tient son enfant mourant dans les bras, et on s'aperçoit, c'était totalement Pierre Island, on a déplacé. Non, mais enfin, c'est vrai que là, les médias, je dois dire, les exemples ne manquent pas, qui montrent que le genre de site dont parle... Mais si c'est prouvé, c'est bien, C'est la même histoire avec les casques blancs. Les fabrications pendant la guerre de Syrie. Je veux dire, il y a des gens qui ont aussi... alors, il y a des questions d'idéologie, mais il y a aussi des questions très pratiques, des gens qui ont accès à des informations, si elles peuvent être diffusées, et même si elles vont à rebours de la représentation dominante, c'est bien. C'est ce que j'ai dit aussi. Internet permet une plus grande diversité. Super. Mais pourquoi Très bien. Pourquoi c'est pas reprise dans les médias? C'est madame qui parle, oui. Merci. Je fais vite, une seconde. Les médias russes, Sputnik France, Russia Today. Juste une petite question, simple. Et vous me répondez sans politiquement correct, sans mensonge, sans rien, parce que c'est pas mon langage. Dites-moi s'il vous plaît, d'où vient votre russophobie? Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdo, que je lisais pas mal. J'étudiais comme le niveau de la propagande, de la manipulation de masse. J'étudiais à ce niveau-là votre journal. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Vous n'êtes pas le seul, hein. J'étudie aussi le temps, etc. Pas la tribune de Genève. Mais bref.
Voilà, d'où vient votre russophobie et d'où vient la russophobie de vos employés? Est-ce que Je vous pourrais travaillez vous pour M. répondre. Soros aux États-Unis, hein? Mais soyez francs, hein. Ma russophobie personnelle. Sans politiquement correct, s'il vous plaît. Non. Alors, sinon, non, vous lag. Non, écoutez, reprenez les. Alors, il y a eu une diversité. Stop, monsieur, stop. Non. Êtes-vous russophobe, oui ou non? Pas du tout. Pourquoi tant d'articles méchants Russophobe. contre le peuple Non, mais- russe, contre le monde pro-russe, contre la Russie? Très bien. contre- Merci, contre madame. l'Occident, contre- Sur la russophobie, je peux en dire un mot si vous voulez tout à l'heure. Non, ça, je connais votre histoire. Vous êtes un russophobe. Mais- Vous pouvez l'assumer, point final. Très bien. Merci, madame. Il n'est pas. Je pense qu'il n'est pas russophobe, il est atlantiste. Mais atlantiste et russophobe, ce sont les synonymes. Est-ce que d'être critique, par exemple, de Poutine, c'est être russophobe? Écoutez, soyez pour une fois critique de Macron, de Sarkozy qui a fait avec la Libye ce qu'il a fait, avec critique par rapport au Hollande, critique par rapport à ce criminel de guerre. Sarkozy, je crois que. J'ai compris, vous êtes un russophobe. Ce sera notre dernière intervention, madame. Donc, on pourra continuer à discuter autour d'un verre. Enfin, oui. Je donnerai la parole à nos deux intervenants pour conclure. Anne Creuset, Femmes Sécurité Défense. J'aimerais d'abord dire à M. Freisinger que son analyse des médias, de la presse écrite, est tout de même un peu sévère et manque de nuances. Si vous lisez le Temps, ou si vous lisez, comme moi aussi, le Courrier de Genève, vous verrez que la diversité existe encore. Cela étant, le nombre de journaux tend à disparaître et c'est regrettable. De même que les journalistes, les vrais journalistes d'investigation, du Martoret, Anne Kaufmann du 24 heures, ne travaillent plus. Et ça, c'est préoccupant. Maintenant, madame, vous voyez, monsieur Jeannet, que vous taxez de russophobe, je ne connais pas assez son travail. Je ne connais pas assez son travail sur ce point-là, mais vous voyez à la droite de M. Jeannet, M. Letton qui a écrit un excellent bouquin sur la russophobie en Europe depuis plusieurs siècles. Donc vous voyez par là que les journalistes sont divers. Cela étant, j'aimerais vous poser deux questions. J'aimerais vous poser deux questions. D'abord, Franck Ameyer avait la réputation d'être un journaliste extrêmement influent. Pourquoi était-il si influent? Qui y avait-il derrière lui? Et puis, deuxièmement, pourquoi est-ce que les journalistes d'investigation tendent à disparaître? Parce qu'on a vraiment besoin de ces gens-là. Merci pour vos deux questions. Merci pour vos commentaires. Peut-être Alain. Écoutez, on va faire comme ça. On va répondre à votre question, parce que vos deux questions sont intéressantes. Et puis en même temps, on fera la conclusion. Parce que malheureusement, il faut qu'on interrompe maintenant cet échange. Et on va continuer autour d'un verre dans les minutes qui suivent. Donc je vous laisse la parole. Et ce sera aussi vos deux conclusions à chacun d'entre vous. Alors, peut-être il y avait deux questions. Franck Ameyer, très influent, il écrit chaque semaine, il écrit encore dans le journal. C'est un éditorialiste de talent, et je crois que c'est son talent qui est visible de tous, qui explique son influence auprès des lecteurs, et puis sa place dans le journal, quoi. C'est pas très compliqué. Maintenant, la deuxième remarque, je suis 150% d'accord avec vous. Et le journalisme d'investigation, où on va vraiment chercher les faits, où on les recoupe, etc., c'est quelque chose qui est assez cher. Alors, tout n'est pas une question économique, mais c'est vrai que la fragilisation des médias actuellement fait que le journalisme d'investigation a tendance peut-être à être moins présent qu'il y a quelques années. Hein, mais c'est quelque chose qui est très important, très important pour les journaux comme le Temps, je crois. L'autre problème des investigations, c'est qu'ils ont tendance à regarder que d'un côté.
ou que dans certains côtés, pas toujours investigué là où il faudrait. Par exemple, sur les événements de Maïdan, on a peu investigué, pour prendre un exemple. Mais, donc Franck Lamaillard, je ne sais pas qui est derrière lui. Bon, je pense que je ne peux pas me plaindre de lui parce qu'il a fait un éditorial, je me souviens, où il avait repris un de mes discours, un de mes textes où je critiquais l'islam radical. Je faisais une analyse et il avait écrit la phrase: si seulement les élus socialistes moyens arrivaient à un dixième de la capacité d'analyse de Freisinger, le pays irait mieux. C'est Franck Lamaillard qui a mis ça dans son article. Alors je ne peux pas vraiment, en voulant à ce monsieur, en l'occurrence là, il a fait preuve très grande objectivité, disons, par rapport à ce passage-là. En tout cas, il ne m'a pas fustigé parce que simple fait que j'étais le diable. Ensuite, par contre, pourquoi il n'y a plus de journalistes d'investigation? Parce que les sujets qui vaudraient la peine d'investiguer, ils sont interdits. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est interdit. Il y a des sujets dont on ne parle pas. On ne va pas chercher, on ne va pas creuser. Point. Alors, les seuls journalistes d'investigation qu'il y a réellement encore maintenant, c'est en Suisse allemande, en tout cas, c'est la Weltwoche. Eux, ils vont et ils font des analyses. Et alors, pointu, et puis ils vont chercher. Et ils ont soulevé par exemple, tout le scandale de l'aide sociale à Zurich, là, c'est eux qui ont fait relever, et puis il y avait d'autres sujets de ce type-là. Donc, il faut vouloir. Et quand il n'y a pas la volonté, eh bien, vous ne faites pas d'investigation, vous servez le brouet, toujours à peu près le même, ou bien alors, quand vous faites l'investigation, toujours que sur ceux que vous voulez fustiger, jamais sur ceux qui sont de votre camp. Et ça ne va pas, le public s'en rend compte. Voilà le problème. La règle énoncée par Guy vaut aussi pour la Weltwoche, qui investigue dans une certaine direction, à quelques exceptions. Mais... D'accord. Écoutez, si vous permettez, oui, conclusion alors. 1 minute de conclusion chacun, parce qu'après M. Stamm va nous adresser quelques mots. Alors, Oscar, Alain, juste un mot, enfin 1 minute. D'abord lui, c'est quoi, parce qu'on l'inverse. D'accord. Alain commence, Oscar conclut, et puis M. Stamm nous adressera quelques mots. Non, mais je vais en 2 mots faire un plaidoyer, en 2 phrases, pour le métier de journaliste, qui reste important, même s'il y a beaucoup de remises en question à faire, ça reste super important. Et ce que je crains, c'est que on s'occupe trop des questions économiques, moi-même j'en ai beaucoup parlé, pour arrêter de se poser la question suivante: qu'est-ce qui fait le bon journalisme? Voilà. Je pense que la presse, elle est malade et suicidaire. Elle s'est laissée entraîner dans un cercle vicieux dont elle n'arrive plus à s'extraire maintenant. Et je terminerai par un exemple typique. Je me souviens d'un débat que j'ai eu au grand auditoire de l'Université de Genève contre Ali Ramadan. Il a défendu l'inégalité homme-femme. Il a défendu le fait que c'était les Juifs qui avaient fait sauter les tours de New York. Il a défendu la théocratie. Il a défendu la lapidation des femmes, comme quoi, puisque l'adultère c'était grave, la lapidation était légitime en tous les cas dans les pays où l'islam règne, etc. Donc voilà les thèses qu'il a défendues. Il a défendu aussi que les sanctions sur les homosexuels, etc. Voilà le fond du discours qu'il avait. Il faut lui reconnaître une certaine honnêteté que son frère Tariq n'a pas. Donc, mais lui, à ce niveau-là, il était honnête. Hein. Et moi, j'ai défendu la liberté confessionnelle, les droits de l'enfant, les droits de la femme, l'égalité homme-femme, la démocratie, l'état de droit, les droits aussi aux juifs d'exister, aux homosexuels de ne pas être pendus, etc., etc. Vous savez quel a été le titre le lendemain de la Tribune de Genève? Freisinger tient des propos extrémistes. Tout est dit. Merci à nos deux intervenants. Je passe maintenant la parole à M. Stamm. Merci. Je m'adresse à vous en tant que vice-président de l'ASIM, d'un côté, et de l'autre côté, je suis parlementaire de l'Argovie depuis 26 ans. Et c'était difficile de survivre en Argovie pendant 26 ans. Et ce que je dis maintenant, ce n'est pas contre des journalistes. Parce que vous aviez raison, il ne faut pas généraliser. Mais je vous raconte mon histoire ou l'histoire du canton d'Argovie. Nous avons des médias
en Suisse, comme vous le savez, surtout Ringier, comme est-ce qu'on dit, Tagesanzeiger, et puis il a ce monsieur Wanner, qui possède en Argovie le seul journal, la télévision et la radio. C'est lui, je le connais très bien. Et il ne nous aime pas politiquement. Et surtout, sa femme ne nous aime pas. Et là, je suis chez Oscar. Elle m'a dit, systématiquement, nous allons vous détruire. Et c'est un problème de ce que je vois. Alors maintenant, si les médias se comportent comme ça, peut-être ce n'est pas de problème, et ce n'est pas de problème pour la Suisse. Je ne sais pas si vous aimez M. Berlusconi, si lui il achète les médias italiens, peut-être ça m'est égal. Ça commence à ne pas me être égal si les Allemands achètent la Suisse. Et Ringier, c'est connu, et puis Ringier, il achète la Suisse romande. Personnellement, à moi, ce ne m'est pas égal. Je ne sais pas si c'est égal à vous, si un de ces jours vous réveillez et c'est un milliardaire fou des États-Unis qui a acheté les médias suisses. Peut-être, moi, j'étais en Californie pendant beaucoup de temps, en principe, j'aime la population américaine, peut-être ce n'est pas de problème. Mais le plus tard, s'il y a des milliardaires russes qui achètent nos médias, je commence à avoir des problèmes, ou peut-être les Turcs. Au moins, il y a déjà la représentante baloise de la Turquie qui commence à se plaindre en ce qui concerne la Turquie, en ce qui concerne les médias. Et je vous garantis, moi, je ne l'aime plus. Si l'Arabie Saoudite achète tout ce truc, le plus tard, là, vous, moi et tous nous, ici dans cette salle, nous penserons la même chose. Merci pour être venu, spécialement à vous. Merci pour avoir partagé vos expériences et merci à vous tous d'être venus et surtout l'organisateur. Merci, merci beaucoup. Il y a la possibilité de boire un verre, c'est différent. Là, c'est des fauchés. Là, c'est des fauchés.